Abdelaziz Bouteflika a quitté le pouvoir en vrai dignitaire du régime. Il le retrouvera 20 ans plus tard en faux opposant. L'exil avait ses poètes. Avec Bouteflika, il a son illusionniste. Il fallait à l'homme une virtuosité rare dans la subornation des esprits pour paraître adversaire dans un système dont il a participé. Commerçant en nostalgie falsifiée, Bouteflika a ouvert boutique dans une Algérie dupée par ses larmes, offerte à la légende de l'opprimé. Le mythe du président rédempteur doit un peu au sortilège de l'opposant et beaucoup à l'aptitude des Algériens à croire au sortilège. 20 ans de silence sur le malheur algérien, travesti en 20 ans de résistance, 20 ans à négocier impunité et villa avec Chadli puis avec les généraux, devenus 20 ans d'endurance, 20 ans de séjour doré et de connivence inavouable maquillés en traversée du désert, l'homme aura su mieux que quiconque exploiter la souffrance de l'exil sans jamais la subir. Le dignitaire qu'il n'a jamais cessé d'être s'est offert la virginité de l'opposant qu'il n'a jamais été. Raconter l'exil fera en effet de Bouteflika le puceau de la République. Il avait besoin de cette pureté retrouvée autant pour ses revanches que pour ses projets. Qui mieux qu'un personnage étranger aux outrages de Chadli et aux années de violence pouvait offrir le pain, la paix et la dignité. Plus que le saint fils de Boumedienne, Bouteflika se régalait d'être le saint crucifié de Chadli. Ainsi renaîtrait la légitimité indispensable à toutes les audaces. Tendre la main aux islamistes, casser l'armée ou s'emparer des institutions. Les récalcitrants se plieront devant une telle immaculée conception de la politique. Bouteflika n'avait pas tort. Le général Khaled Nezzal reconnaîtra que parmi les facteurs décisifs dans le choix de Bouteflika figurait la distanciation par rapport à ce qui a été commis depuis 1980. Alors le président fraîchement désigné abusera à rappeler à tous cette distanciation-là, comme si des preuves qu'il donnerait de sa qualité de Ponce Pilate dépendaient sa popularité et la crédibilité de sa stratégie politique. Quelques semaines à peine après son élection, il entamait son plaidoyer sur TF1. J'ai fait une traversée de désert de 20 ans, je ne suis mêlé ni de près ni de loin à la genèse ni au développement de la crise, mais je suis obligé de trouver les solutions les moins pénibles, parce qu'il n'y a pas de solution idéale. Il revendiquera 2 mois plus tard, sur la chaîne LCI, les vertus retrouvées de la virginité politique. Je suis un homme seul, mais néanmoins soutenu, je crois, par de très larges couches populaires, parce que, ayant fait une traversée du désert de 20 ans, je me suis imprégné des préoccupations populaires après avoir été moi-même au pouvoir et donc isolé un peu des réalités populaires. C'est la voie ouverte à la politique de réhabilitation de l'islamisme politique, clé de voûte de la stratégie du président rassembleur. Bouteflika se prépare à toutes les hardiesses de l'homme providentiel venu réparer des erreurs commises par d'autres. Il est tout à fait clair que le fils a été écarté de la scène politique par une décision de justice à laquelle je suis étranger. J'ai été écarté. J'étais marginalisé. Depuis 20 ans, je suis absent de la scène politique. À quelques jours du référendum de septembre 1999, le président Ponce Pilate franchit un nouveau palier. Monsieur Ali Belhaj a été emprisonné suite à un jugement auquel je suis tout à fait étranger puisque j'étais loin, très loin de la scène politique. Les généraux venaient de saisir, un peu tard, la signification très personnelle que donnait Bouteflika à la distanciation. L'opposant faussaire doit sa légende à ses ordinaires amnésies tellement utiles aux métamorphoses politiques.
La fameuse traversée du désert ne dura pas 20 ans, mais seulement 8 ans. Bouteflika a quitté la direction du FLN en 1981 pour la retrouver en 1989. Abdelaziz Bouteflika ne fut pas évincé du pouvoir à la mort de Boumedienne en 1979, comme le suggère son entourage. Il y est resté jusqu'en décembre 1981. Reconduit autant dans la direction du FLN que dans le premier gouvernement post-Boumedienne que Chadli Benjdid forma le 8 mars 1979. Bouteflika n'y avait certes plus le portefeuille des affaires étrangères, attribué à Mohamed Siddiq Ben Yahya, mais bénéficiait néanmoins d'un prestigieux statut de ministre conseiller auprès du président de la République. Le 30 juin 1980, c'est-à-dire 6 mois après la disparition de Boumedienne, Bouteflika se verra réélu au bureau politique du FLN. Il fera partie à ce titre des personnalités les plus marquantes du moment, siégeant aux côtés de Labh Bitat, Abdullah Belhouchet, Mohamed Salah Yahyaoui, Mohamed Saïd Mazouzi et Bou'alam Ben Hamouda. Il fut associé aux 7 résolutions du congrès extraordinaire du FLN réuni du 15 au 19 juin 1980, qu'il a toutes approuvées avec la pleine conscience qu'elle constituait le socle de la nouvelle politique post-boumedienne, celle qui inaugurait la décennie noire, de Chadli qu'il se plaira à fustiger sans jamais signaler qu'il en fut l'un des concepteurs consentants. Bouteflika ne sera écarté du FLN que le 22 décembre 1981. Il ne sera pas marginalisé pour ses idées, mais pour gestion occulte de devises au niveau du ministère des Affaires étrangères, selon la formule d'inculpation de la Cour des comptes. Il payait ainsi pour avoir placé sur des comptes particuliers en Suisse entre 1965 et 1978, et à l'insu du Trésor algérien, les reliquats budgétaires de certaines ambassades algériennes à l'étranger. Dans la décision de suspendre l'appartenance d'Abdelaziz Bouteflika de ses rangs, en attendant son exclusion par le Congrès, le comité central réuni ce jour-là en 6e session signale que le concerné s'engage à restituer les biens et dossiers du parti et de l'État en sa possession. Parle de dossier au contenu grave, qui justifie de saisir la justice de l'affaire. J'ai été exclu en même temps que lui, Ahmed Ben Cherif et Belaïd Abdeslam. Se souvient Sid Ahmed Rosali. Il y eut 260 votants sur 260 qui ont voté l'exclusion d'Ahmed Ben Cherif et d'Abdelaziz Bouteflika. Mais 11 voix ont osé dire non pour Belaïd Abdeslam et moi. Et ça a nourri une autre amertume supplémentaire chez lui. Mais où étaient donc mes amis, me demandait-il pendant de longues années. Il ne comprenait pas que parmi les 11 membres qui ont brisé l'unanimité, aucun n'ait pensé à le faire pour lui aussi. Bouteflika sera ensuite confondu par la Cour des comptes de faits délictueux préjudiciables au trésor public et dut rester à l'étranger afin d'échapper à la justice de son pays. Entre 1981 et 1989, Abdelaziz Bouteflika vécut entre Paris, Genève et Abu Dhabi après une tentative d'exil ratée à Damas. Les dirigeants syriens lui ayant fait l'affront de le loger dans un appartement alors qu'il demandait une villa, le ministre algérien s'en offusqua et quitta le pays sans saluer ses hôtes. Selon le chef de la diplomatie syrienne, Khaddam, qui apporta le fait aux Algériens, Hafez al-Assad reçut ce caprice comme un camouflet. À Paris, il ne manquait visiblement de rien, attesta Abdelkader Déby, un vieil ami de Bouteflika qu'il a bien connu pendant ces années-là. À Paris, il habitait un appartement dans un quartier cossu proche des Champs-Élysées dont il disait qu'il a été mis à sa disposition par Cheikh Zayed Ben Sultan al-Nahyan. Les autorités du Golfe ont été d'une grande prodigalité envers Bouteflika sans qu'on en connaisse la raison. Ainsi, à Genève, au tout début de son exil, Bouteflika aurait été pris en charge par Zeki Yamani, alors patron d'Air Harbor Technologies, spécialisé dans le tourisme d'affaires au Moyen-Orient et en Afrique. À Paris, et selon les confidences de l'attaché militaire des Émirats Fath à Déby,
l'ambassade prenait en charge tous les frais de Bouteflika, ceux du transport aérien notamment. Bouteflika, en retour, assistait à certaines réunions de l'ambassade émiratie. L'ancien ministre tunisien Masmoudi l'aida à s'installer aux Émirats. À Abu Dhabi, Bouteflika a passé son séjour entre un logement mis à sa disposition par Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, chez qui il a travaillé comme vague conseiller à l'Institut des études stratégiques, et l'hôtel Intercontinental, aux frais de l'ancien ministre des Affaires étrangères émirati, M. Souidi. Il se rendait assez souvent au centre culturel de la ville, dirigé par le fils de Souidi, où, dit-on, il participait à des débats privés, parfois des discussions informelles avec des représentants des corps diplomatiques occidentaux et arabes. Une fois élu président de la République, Bouteflika s'est toujours senti redevable envers le cheikh, à qui il rendait visite à la moindre hospitalisation en Suisse. Le président a poussé les gestes de reconnaissance au point d'enfreindre les normes protocolaires en vigueur lors d'une visite d'un président dans un autre pays. En février 2003, lors de l'organisation de la Semaine culturelle algérienne aux Émirats arabes unis, Bouteflika se fait recevoir par Cheikh Zayed pour quelques minutes et s'empresse d'embrasser les enfants du souverain, y compris les plus petits, se croyant toujours dans la peau de l'exilé. Le cheikh s'interpose alors pour rappeler Bouteflika à ses obligations de président. « Vous êtes venu ici en tant que président d'un pays souverain. Ce n'est pas à vous d'aller saluer mes enfants et mes ministres, c'est à eux de le faire. » Le président Bouteflika se fera également fort de se souvenir de l'hospitalité des amis émiratis, auquel il accorda de juteux marchés au mépris de la réglementation et le droit de chasser les espèces rares dans le désert algérien. Le président Chadli a toléré cet exil doré accordé à un ancien ministre de la République. Mieux vaut que Bouteflika soit pris en charge par les Émirats que par Saddam ou Kadhafi, a expliqué Cheikh Zayed au président algérien en visite aux Émirats. Et puis, vaut mieux pour nous tous qu'ils ne subissent pas l'exil en France. Le cheikh s'est juste autorisé cette ironique remarque devant le président algérien. Votre ministre abuse un peu des boutiques de l'Intercontinental. Les achats de Bouteflika étaient en effet réglés par le palais royal. Bouteflika, en dépit des charges retenues contre lui, a de tout temps joui des protections dues aux notabilités du régime, en vertu du système de connivence auquel il avait droit en qualité d'éternel dignitaire. De cette réalité, on mit quelques mois après l'élection de 1999 pour s'en rendre compte. Il nous est revenu d'exil le même cardinal de la pensée unique, mais un cardinal amer d'avoir mis 20 ans à recouvrer son trône, haineux qu'on l'ait sacrifié au chadlisme, décidé à rendre gorge aux généraux acolytes et au peuple passif. Mais l'homme saura en 1999 être si émouvant dans la complainte qu'il finira par installer la compassion, puis la sympathie, antichambre d'une nouvelle légitimité. Pour convaincre de la sincérité du prophète, il fallait d'abord persuader de la réalité du calvaire. À tort ou à raison, je me suis dit, l'Algérie concasse ses enfants. Je suis concassé, enfin, pas tout à fait, je reste à ma place. Confie-t-il à Paris Match. À l'aéroport de Genève, il venait souvent accueillir les gens habillés d'un jean élimé et déchiré aux genoux, assure des amis d'Ahmed Taleb. Et il voulait à l'évidence apitoyer comme pour démentir les accusations d'enrichissement illicite dont on l'avait chargé. À défaut de vraiment convaincre de la réalité du calvaire, il persuadera de la pureté de la cause. Bouteflika assure qu'il a payé pour ses idées. J'étais en désaccord radical avec le gouvernement algérien. Bachir Boumerza pense avoir trouvé la clé de la méprise chez le personnage. Bouteflika a confondu exil et émigration. L'exil est un acte de combat, un choix politique. L'émigration est un choix de vie. En exil, on agit pour une cause. Dans l'émigration, on n'est pas tenu de faire de la politique. Quelqu'un qui subit l'exil sans écrire, sans s'exprimer, sans prendre position n'est pas en exil. Il vit sa vie en dehors de son pays, c'est tout. Il a émigré,
À l'évidence, Bouteflika a tout simplement émigré. Tout à la reconquête de sa chasteté politique, le nouveau chef de l'État se forge à la hâte un passé de parfait opposant dont on ne retrouve nulle trace ailleurs, mais qui a l'avantage de séduire les islamistes. Le fils opposait un projet de société par opposition au projet de société que l'on considérait comme condamnable et que je condamnais personnellement, moi aussi, de la même manière, mais sans appartenir à la mouvance, déclara-t-il à Monaco. Moi, j'étais du FLN à ce moment-là, et bien que FLN, je condamnais le système qui était en place à cette époque-là, et j'appartenais à une opposition silencieuse, mais néanmoins efficace. C'est faux. Je ne me souviens jamais avoir vu Bouteflika s'opposer publiquement à la politique de Boumedienne ni d'ailleurs à celle de Chadli. Dément Sid Ahmed Rosali, qui a siégé avec lui en conseil des ministres sous Boumedienne. Il n'en avait ni le courage ni l'envie. Il a toujours été comme ça, lâche en politique. Il avait ses opinions hostiles à la politique de Boumedienne, mais on n'a jamais entendu Bouteflika les exposer ouvertement. Ceux qui tenaient tête à Boumedienne, c'était Kaït Ahmed et Ahmed Medrli. Sur la révolution agraire et sur les nationalisations, ils étaient contre, et ils le faisaient savoir. Bouteflika procède plutôt par l'intrigue du palais. Il prenait soin de ne pas s'exposer. S'il avait des idées à suggérer, c'était par la manœuvre. Soit par le biais de tête-à-tête avec Boumedienne, soit par le biais d'autres personnes comme Medrli, mais jamais directement. Bouteflika a-t-il persécuté Ahmed Medrli au point d'en précipiter le suicide ? Nombreux sont les témoins de l'époque à en être convaincus. Bouteflika harcelait constamment Medrli pour s'opposer à sa place, à Boumedienne, alors qu'il n'ignorait rien de sa dépression. Ce dont je peux témoigner, affirme Rosali, c'est que les 6 derniers mois de 1974 ont été pénibles. Medrli était dans la déprime totale. Et Bouteflika ajoutait à sa fragilité. Quelques semaines avant sa mort, Ahmed Medrli animait une conférence débat contre Bouteflika, qui était à ses côtés, eut l'idée de le présenter à l'assistance comme un homme d'État. Autrement dit, comme le successeur de Boumedienne. La rumeur à propos d'un nouveau scénario du 19 juin, contre Boumedienne cette fois-ci, fit alors rapidement le tour d'Alger. Medrli ne tardera pas à se suicider et Bouteflika à faire un long séjour à New York, d'où il ne reviendra qu'après plusieurs mois. Cherif Belkacem est de ceux qui voient une suspecte coïncidence dans le long séjour de Bouteflika aux Nations Unies, intervenu juste au moment de la crise de 1974. Bouteflika s'est arrangé pour présider le plus longtemps possible l'Assemblée générale de l'ONU, afin d'être absent du contexte de la crise à laquelle il n'est pourtant pas étranger. Il est ainsi resté plusieurs mois à New York, le temps que tout s'arrange. La mort de Medrli l'a surpris alors qu'il était à New York. Avec les islamistes comme avec Chadli, Bouteflika prouvera toutes ses qualités de brillant Ponce Pilate doublé d'un excentrique Tartuffe. Il s'innocentera vis-à-vis des premiers et prêtera discrètement allégeance aux seconds avant de l'accabler de propos malveillants une fois installé à Al-Mouradiya en 1999. Bouteflika s'est soumis dès le début au président Chadli Benjedid. Il lui a fait allégeance ouvertement et en a sollicité la protection avec une grande obséquiosité. Il a d'ailleurs fini par l'obtenir. Ce n'est qu'une fois devenu chef de l'État que Bouteflika, pris d'un grand spasme d'ingratitude, s'est mis à cracher dans la main qui l'a préservé des ennuis, et notamment de la Cour des comptes. Je me souviens de la première fois qu'il a siégé en Conseil des ministres, raconte Chadli. Il s'est mis au garde à vous devant moi et m'a dit « Vous êtes le commandant et je suis votre caporal. J'attends vos ordres. » Ahmed Taleb Brahimi, qui siégeait au bureau politique avec Bouteflika, se souvient de la servilité qu'affichait l'ancien ministre des Affaires étrangères à l'endroit de Chadli Benjedid. Nous appelions tous le président par son prénom. Il était le seul à l'affubler de Fakhamat al-Rais, qui tranchait avec l'ambiance conviviale des réunions. Chadli laissait faire. Cela n'empêchait pas le personnage de dire en privé tout le mal qu'il pensait de Chadli.
le président a eu vent de quelques médisances de son ministre conseiller, dont certaines proférées devant des étrangers lui laissent un souvenir particulièrement amer. Pour sa première mission en tant que ministre conseiller, je l'ai chargé d'un message au président du Yémen du Sud, qui était en conflit latent avec le Yémen du Nord. L'hôte yéménite, qui ne connaissait rien de moi, a voulu en savoir plus auprès de Bouteflika. Ce dernier, pour toute réponse, eut un geste désolé. « Que voulez-vous que je vous en dise, monsieur le président ? Son nom est suffisamment éloquent. » Le président yéménite, en me rapportant ses propos quelques jours plus tard lors d'une visite à Alger, a eu ce commentaire. « Essayez de mieux connaître ce ministre avant de lui faire confiance. » C'est l'une des rares fois que Bouteflika commit l'imprudence de laisser un de ses dénigrements arriver aux oreilles de Chadli. Dans la vie quotidienne du ministre, faite de prévenance excessive et d'amabilité ostentatoire envers le président, il n'a jamais failli à son devoir d'allégeance envers Chadli Benjdid, même après qu'il eût été exclu du gouvernement et du FLN. Écarté du pouvoir en décembre 1981, Bouteflika en voulut terriblement à Chadli, mais fit tout pour en gagner la protection et le soutien. Pendant 10 ans, il traita Chadli autant par la bile que par la brosse à réluire. Il ne cessa pas de racoler son entourage et sa famille, de lui envoyer quantité d'émissaires dans des personnalités étrangères. Je me souviens qu'il a chargé l'opposant marocain Mohamed Basri d'intercéder en sa faveur auprès de Chadli, ce dont il s'acquitta avec brio, se remémore Bachir Boumaza. Bouteflika chargera aussi les dirigeants palestiniens Yasser Arafat et Hawatmi de la même mission auprès du président. Pendant 10 années entières, Bouteflika fut non pas l'opposant de Chadli, mais son obligé. Bouteflika cherchera à retrouver les bonnes grâces de Chadli d'abord par le biais de la famille de l'épouse du président, les Bourokba. Tout au long de sa fameuse traversée du désert, il tentera avec persévérance et en opposant très singulier de s'en attacher les faveurs. Abdelkader Déby, pour l'avoir assidûment fréquenté dans les années 1980, se rappelle de certains épisodes pas très flatteurs pour l'ancien ministre des Affaires étrangères. Un jour de 1984, Bouteflika, apprenant que je devais rendre visite au beau-père de Chadli, Mohamed Bourokba, à la clinique Hartmann de Neuilly, où il était hospitalisé, insista pour m'accompagner. Connaissant la nature des rapports entre Chadli et Bouteflika, j'en étais très gêné. J'ai néanmoins cédé à la condition qu'il ne rencontre Bourokba qu'avec l'accord préalable de ce dernier. Bouteflika s'est alors présenté à la clinique avec un immense bouquet de fleurs en espérant que Mohamed Bourokba acceptât de le recevoir. Le malade n'ayant pas vu d'inconvénient, Bouteflika en fut fort ravi. Quelques minutes après, il se lamentait sur son sort d'opprimé devant Bourokba, lui demandant sans vergogne d'intercéder auprès de son gendre président pour qu'il recouvre sa place dans le système. Il prendra l'habitude de rendre visite au beau-père de Chadli en se passant volontiers de ma compagnie. Bouteflika aura la même prévenance envers le propre frère de Chadli, Abdelmalek Benjdid, hospitalisé à la même clinique. Il ira plusieurs fois s'enquérir de sa santé, multipliant des visites intéressées au cours desquelles il évoquait avec zèle le passé d'officier de l'ALN du frère de Chadli, vantant ses mérites de directeur de l'école militaire de Guelma et ceux de commandant adjoint de la première région militaire. Il n'oubliait évidemment pas de solliciter au passage l'obligeance du frère de Chadli pour qu'il plaidât son cas auprès du chef de l'État. Dans sa frénésie à vouloir s'introduire coûte que coûte au sein de la famille de Madame Benjdid dont il présumait de l'influence auprès de l'époux président, Bouteflika ira jusqu'à faire plusieurs pèlerinages à la Zaouïa des Bourokba. Il s'y fera inviter pour la première fois en 1987 et séjournera plusieurs jours de suite à Mazouna, Rélizen et Sidi Khetab, localité de la Zaouïa. La Zaouïa Bourokba était assez liée aux gros propriétaires terriens de la région et ne faisait pas mystère de son aversion pour la politique collectiviste de Boumedienne. Se souvient Abdelkader Déby qui eut à accompagner parfois Bouteflika dans ses pèlerinages à Mazouna.
Il se faisait alors fort de critiquer Ouari Boumedienne en des termes peu aimables et en présence de Bouteflika. Ce dernier laissait faire sans réagir. J'ai fini par lui en faire la remarque, lui soulignant qu'il se déconsidérait aux yeux des gens de la Zaouïa par son silence. Je me rappelle de sa réplique. « Yes, si Abdelkader. L'essentiel est de pénétrer la famille Bourokba. Il ne perd jamais le sens de ses intérêts. » Bouteflika s'intéressa même à une des filles Bourokba dont il apprit qu'elle était encore célibataire. Il me chargea d'en savoir plus sur la demoiselle et je crois qu'il prévoyait sérieusement de faire alliance avec les Bourokba en y prenant femme, affirme Déby. Ménager l'humeur de Chadli ne fut pas sans bénéfice pour l'opposant Bouteflika. Il obtint du président clémence et appui de toutes sortes entre 1981 et 1990, dont l'indulgence suprême, l'impunité dans le dossier des reliquats de budget d'ambassade placés illégalement sur des comptes particuliers en Suisse et qui avaient pourtant fait l'objet d'un arrêt accablant de la Cour des comptes. Sans l'intervention magnanime de Chadli, Bouteflika aurait fait plusieurs années de prison pour détournement de fonds publics, confirme Ahmed Talb Ibrahimi qui était dans l'entourage de Chadli en qualité de ministre conseiller à la présidence, puis de ministre des Affaires étrangères à partir de 1984. Chadli Benjdid, qui n'aime pas évoquer cet épisode, se contente d'une formule miséricordieuse. Ce n'était pas dans ma nature d'enfoncer d'anciens collaborateurs en mauvaise passe. J'ai fait ce qu'il fallait faire envers Bouteflika. Il fallait bien de la miséricorde présidentielle, en effet, pour sauver Bouteflika d'une affaire très mal engagée pour lui. Dans son arrêt définitif du 8 août 1983, la Cour des comptes donnait en effet un verdict sans appel. Monsieur Abdelaziz Bouteflika a pratiqué à des fins frauduleuses une opération non conforme aux dispositions légales et réglementaires, commettant de ce fait des infractions prévues et punies par l'ordonnance numéro 66-10 du 21 juin 1966 et les articles 424 et 425 du Code pénal. La Cour des comptes évaluait à plus de 6 milliards de centimes le montant dont Bouteflika restait redevable auprès du Trésor. Un montant qui, ramené à la parité de 2003, avoisinerait les 100 milliards de centimes. Comment le ministre Bouteflika s'y est-il pris pour détourner pareille somme d'un trésor public pourtant vigilant ? La Cour des comptes donne des détails précis sur la façon dont ces sommes ont été dévoyées. Agissant alors en qualité de ministre des Affaires étrangères, M. Abdelaziz Bouteflika avait successivement ordonné aux chefs de missions diplomatiques et consulaires, par instruction numéro 20 du 14 février 1966, numéro 33 du 1er décembre 1966, numéro 36 du 1er mai 1967, numéro 68 du 1er octobre 1969. En 1966, de conserver au niveau des postes les soldes disponibles qui devront faire l'objet d'instructions ultérieures particulières. En 1967, d'ouvrir des comptes particuliers devant abriter ces disponibilités. En 1969, enfin, de procéder au transfert des reliquats disponibles vers 2 comptes bancaires ouverts auprès de la Société des banques suisses, les reliquats des exercices ultérieurs devant désormais avoir la même destination. La Cour observait que le gel de cette importante trésorerie, qui a notamment profité à un établissement bancaire étranger, n'a donc obéi à aucun texte législatif ou réglementaire et sa gestion échappait totalement au contrôle du Trésor. Bref, aux yeux de l'instance judiciaire, Abdelaziz Bouteflika a donc bien détourné ces sommes de 1965 à 1978. Le ministre accusé s'est maladroitement défendu contre tous ces griefs, accumulant dérobades, confusion et bévues. Il refusa obstinément de se présenter à Alger devant la Cour des comptes, obligeant les magistrats instructeurs à se déplacer à Paris et à Genève pour l'entendre. L'idée de se soustraire à la justice n'était pas pour inciter les juges à de clémentes dispositions à son égard. Sid Ahmed Rosali, qui l'a beaucoup fréquenté entre 1981 et 1986, s'en rappelle.
Belaïd Abdeslam, Bouteflika et moi avons été traduits en même temps devant la Cour des comptes, mais seuls Belaïd et moi avons été entendus à Alger et avons revendiqué nos responsabilités. Bouteflika recevait le juge en Europe, et lui donnait invariablement la même réponse. Moi, j'occupais un poste politique. Ces histoires d'argent, c'est une question technique, mineure. Il disait cela pendant que ses plus proches collaborateurs comme Senoussi ou Boudjekji, injustement mêlés à cette histoire de fuite de capitaux, payaient pour lui et croupissaient en prison à Alger. Bouteflika se fourvoya ensuite dans des explications contradictoires pour justifier les placements occultes des fonds des affaires étrangères sur des comptes suisses. En privé, il soutenait que l'argent devait alimenter une caisse noire indispensable au financement secret de certains mouvements de libération. Au magistrat de la Cour des comptes, il donna une toute autre version, invoquant la construction d'un nouveau siège du ministère des Affaires étrangères pour laquelle il destinerait la trésorerie amassée sur les comptes suisses. Un argument aussi léger ne pouvait que l'enfoncer davantage. Dans son arrêt, la Cour des comptes se fit d'ailleurs une joie de le démolir sans ménagement. Ce motif fallacieux ne peut être pris en considération sachant qu'une opération d'investissement obéit à des règles bien précises, qu'aucun ordonnateur ne peut ignorer que l'éventuelle construction d'un nouveau siège du ministère des Affaires étrangères doit être financée par des crédits normalement inscrits au budget de l'État. Bouteflika acheva de se discréditer en procédant à des remboursements partiels qui, loin d'aboutir à l'extinction des poursuites, renforcèrent au contraire les griefs portés contre lui. Il négligera de les accompagner de justificatifs qui les auraient validés aux yeux du Trésor public, comme le lui demandait Chadli Benjdid. Cette carence allait précipiter le déclenchement de la procédure judiciaire. Le 5 janvier 1979, soit une semaine à peine après le décès de Boumedienne, Bouteflika remet au Trésor public un chèque libellé en francs suisses d'une contre-valeur de 12 212 875 dinars et 81 centimes tiré de la Société des banques suisses à Genève. Il ne rapatriera pas d'autres sommes, ce qui irritera fortement les autorités qui s'estimaient fondées à considérer ces légèretés comme une marque de mépris à leur endroit. Le chèque remis par Bouteflika était en effet loin de correspondre aux chiffres que détenaient les services de renseignement de Kasdim Elbah. Bouteflika aurait oublié de s'expliquer sur la disparition de 58 868 679 dinars et 85 centimes. La Cour des comptes le lui rappellera dans l'arrêt qui sera prononcé le 8 août à son encontre et qui, précisément, met en DB Abdelaziz Bouteflika pour une somme dont la contre-valeur en dinars représente 58 868 679 dinars et 85 centimes et qui reste à justifier. La Cour explique que ce montant est l'aboutissement de longues investigations de l'institution tant au niveau de la trésorerie principale d'Alger qu'à celui du ministère des Affaires étrangères, et tient compte notamment du rapatriement par M. Abdelaziz Bouteflika au Trésor public de la contre-valeur en dinars de la somme de 12 212 875 dinars et 81 centimes. Bouteflika ne remboursera pas les sommes réclamées. Il sera quand même acquitté. Chadli a fait ce qu'il fallait faire envers Bouteflika. Les collaborateurs de Bouteflika impliqués dans le détournement ont passé 4 années en prison, mais le principal accusé en a totalement réchappé. Bouteflika obtint de Chadli l'assurance qu'il pouvait rentrer au pays sans être inquiété à son arrivée à Alger. Il a envoyé plusieurs messagers à Chadli en 1984 pour en arracher la promesse qu'il pouvait rejoindre l'Algérie sans risque, soutient le général Ben Yelles. Chadli m'a dit, et je peux en témoigner, de transmettre à Bouteflika qu'il pouvait rentrer sans problème. Je lui en donne ma parole, a-t-il ajouté. Chadli ne voulait pas que Bouteflika ait des ennuis. Les mesures conservatoires prises à son encontre dans le cadre de l'enquête judiciaire seront levées une à une. Son passeport diplomatique lui fut rendu sur instruction de Chadli, qui lui rétablit en outre son traitement de haut fonctionnaire. Bouteflika négocia ensuite avec succès la restitution de sa villa de Sidi Frej confisquée par le wali de Tipaza et gendre de Chadli,
Kedur Lawal, qui prévoyait d'en faire un bâtiment administratif. Il ne s'arrêtera pas là. L'étrange opposant Bouteflika bénéficiera ensuite d'une somptueuse demeure de 22 chambres située sur les hauteurs d'Alger. Dar Ali Chérif, en compensation d'une villa qu'il occupait avant que l'administration ne l'affectât à Messaoudi Zitouni, ancien ministre et président de la Cour des comptes. L'épisode Dar Ali Chérif est illustratif des mœurs marchandes de Bouteflika et de celles du Sérail. L'ancien ministre s'est emparé, en connaissance de cause, d'une demeure qu'il savait incessible pour faire partie du patrimoine de l'État et dont, de surcroît, les propriétaires originels étaient toujours vivants. Puis il en a bénéficié en substitution d'un bien qui ne lui appartenait pas. La maison qu'a occupée Zitouni est en effet une propriété des affaires étrangères, utilisée comme maison d'hôtes privée. Les délégations du Golfe y venaient notamment passer des soirées en charmante compagnie. Bouteflika en a fait son bien propre et en a tellement persuadé le pouvoir qu'il s'en est fait octroyer une autre en dédommagement. Quand je l'ai rencontré en France, je lui ai dit « Pourquoi tu triches comme cela ? Pourquoi tu dis que la villa qu'occupe Zitouni est la tienne ?» raconte Cherif Belkacem. Il sait que je connaissais le statut de cette villa. Il ne s'est pas démonté et m'a avoué son arrière-pensée. « Tu sais, Jamel, c'est une carte qui me sert à négocier ma situation. » Ce qui d'ailleurs se vérifia. Il fut réhabilité dans ses biens et dans ses droits. C'est un garçon qui n'applique qu'un seul postulat dans sa vie, négocier. Durant sa vie d'opposant, Bouteflika a considérablement enrichi son patrimoine immobilier en puisant dans les biens de l'État. 3 villas, une au bord de la mer, une sur les hauteurs d'Alger attribuée à sa mère et la demeure Dar Ali Chérif. 4 appartements formant 2 étages dans un immeuble qui appartenait à la présidence de la République, 6 à Albière, un grand appartement à Al-Mouradia attribué à la plus jeune sœur du président. La presse algérienne croit savoir que Bouteflika dispose en outre d'un ranch et d'un immeuble à Abu Dhabi. En 2001, le frère de Bouteflika a acquis un appartement chic à Paris offert par le groupe Khalifa. En contrepartie des libéralités dont il jouissait de la part du pouvoir de Chadli, l'opposant Bouteflika s'astreignait à une remarquable politique de l'autruche à propos des événements qui secouaient son pays. Surtout ne pas contrarier Chadli. À trop s'obstiner à ne prendre parti publiquement pour aucune cause dans une Algérie secouée par un franc mécontentement populaire, Bouteflika finit par déconcerter ses amis. L'ancien exilé partageait habilement son génie politique entre plaire aux opposants sans déplaire aux gouvernants. Son aura l'astreignait à se revendiquer d'une contestation nationale. Son intérêt le dissuadait de brûler ses vaisseaux. Octobre 1988 fut une véritable épreuve pour le virtuose. Au lendemain des émeutes populaires qui venaient de faire des centaines de victimes parmi les manifestants, et dans un contexte d'immense indignation nationale, Bouteflika a rivalisé de roublardise pour s'éviter de choisir son camp. Devant la répression qui s'abattait sur les jeunes insurgés, avec notamment le barbare recours à la torture, et dans un climat d'incertitude politique sans précédent, d'éminentes personnalités politiques algériennes décidèrent, dès la mi-octobre 1988, de rendre public un texte de réprobation et de proposition qui allait devenir la Déclaration des 18. Les inspirateurs de l'initiative, parmi lesquels se comptaient des maquisards de la première heure tels Lakhdar Ben Tobal, Tahar Zbiri ou Selim Saadi, des personnalités historiques comme Mustafa Al-Eshraf, Ali Haroun et Cherif Belkacem, d'anciens ministres comme Lamine Khan, Belaïd Abdeslam ou Reza Malik, voulaient autant dénoncer la répression qu'avancer une alternative politique à l'impasse à laquelle était arrivée l'équipe de Chadli. Notre qualité d'anciens militants de la guerre de libération nationale, notre fidélité à la mémoire des martyrs et à l'idéal du 1er novembre 1954 nous font le devoir d'apporter une contribution au débat national, rappellent les auteurs du texte. Nous nous élevons avec indignation contre la torture pratiquée pendant et après les journées sanglantes qui ont endeuillé le pays. Nous qui avons connu les affres de la guerre de reconquête coloniale, nous ne saurions admettre que des procédés aussi dégradants soient utilisés contre nos enfants. Aussi exigeons-nous l'éradication totale de la torture dans notre pays et le châtiment exemplaire de ses auteurs.
La déclaration se prolongeait par d'importantes propositions d'ouverture politique dont l'audace avait de quoi mécontenter le cercle présidentiel formé autour de Chadli Benjdid. Les signataires, proclamant la fin d'une légitimité historique qui s'est épuisée au fil des ans, estiment urgent de lui substituer une nouvelle légitimité populaire et suggèrent de confier à une conférence nationale regroupant les représentants des forces vives de la nation la mission de promouvoir sans délai les réformes institutionnelles fondamentales que la situation exige. Le pouvoir de Chadli Benjdid se trouvait ainsi disqualifié de la bouche des personnalités au passé incontestable. Abdelaziz Bouteflika fut associé à toutes les discussions préliminaires qui conduiront à la rédaction finale du texte. Il donnait son avis, approuvant les idées débattues sans zèle et sans passion, mais avec détermination. Se rappelle Cherif Belkacem. Au moment de porter son nom au bas du document, aux côtés des 17 autres signataires, Abdelaziz Bouteflika se déroba cependant, se souvenant d'une urgente affaire familiale à Mostaganem où habite sa sœur. Il chargea Reda Malek de signer à sa place, procédé qui ne fut pas admis par le groupe. Le subterfuge lui évitait d'avoir à parapher de sa main un document qu'il considérait séditieux et donc compromettant pour ses bonnes relations avec l'équipe de Chadli, explique Cherif Belkacem. On a refusé que Reda Malek signe à sa place et attendu qu'il revienne de Mostaganem et qu'il paraphe de sa propre main le texte. La déclaration des 18 ne sera rendue publique que le 23 octobre 1988. Le lendemain, Abdelaziz Bouteflika contacte Larbi Belkhair, chef du cabinet de Chadli, pour justifier sa prise de position et en relativiser la portée. Dès qu'on a eu vent de cette malheureuse initiative qui discréditait en fait tout le groupe, on a provoqué une réunion de clarification avec Bouteflika, souligne Belkacem. Il s'est défendu mollement, reconnaissant avoir pris contact avec la présidence mais donnant une version plus nuancée des faits. Bouteflika retrouvera naturellement sa place à la direction du FLN quelques mois après. Il réintègre en mars 1989 le comité central de ce qui était encore le parti unique de l'Algérie. Chadli n'est pas étranger à cette miraculeuse résurrection de l'ancien exilé. Il en a apprécié, plus que la persévérance dans un certain neutralisme politique, cette façon conviviale qu'avait Bouteflika de ménager la susceptibilité du pouvoir. Ses amis lui ont fait observer la choquante anomalie qu'il y avait pour des gens salis et humiliés par le pouvoir à accepter de réintégrer ce même pouvoir et de partager son discours unanimiste. Mais il a fait la sourde oreille. Souligne une des personnalités politiques exclues en même temps que Bouteflika mais qui a refusé de réintégrer le parti. C'est que Bouteflika n'ignorait rien de cette anomalie-là. Il s'en accommodait avec ravissement. La réhabilitation qu'il attendait de Chadli pointait enfin le nez et il n'allait pas bouder son plaisir, quitte à trahir la solidarité des personnalités marginalisées, toutes unanimes à rejeter l'offre du pouvoir. Rachid Ben Yelles raconte comment, à la veille de rejoindre le FLN, une soirée entière n'a pas suffi à ses compagnons pour dissuader Abdelaziz Bouteflika de les lâcher. Nous étions quelques-uns dont Bouteflika, Reda Malek et Selim Saadi à nous réunir ce soir-là chez Mohamed Zelghini pour débattre de l'invitation du nouveau patron du FLN, Abdelhamid Mehri, à participer au congrès du parti prévu pour le lendemain. Pour moi, comme pour Haj Zelghini, Reda Malek et Selim Saadi, la cause était entendue. Octobre 88 avait tout bouleversé et l'invitation devenait dérisoire. Bouteflika, lui, était plus réservé. Jusqu'à minuit, il s'obstinait à rester évasif. Au moment de se séparer, je lui fis remarquer qu'on ne connaissait toujours pas sa position. Il me fit une déconcertante réponse que j'eus tort à mésestimer. « Tu vois, Rachid, demain j'irai prendre le café avec ma mère, je lui baiserai la tête et comme d'habitude je lui demanderai son avis. Si elle me dit d'y aller, j'irai, sinon je n'irai pas. » Et il y est allé. Chadli venait de mettre fin à l'agréable traversée du désert de l'exilé. Devenu président de la République, le conciliant opposant Abdelaziz Bouteflika oublia les observances qu'il déploya pour gagner les bonnes grâces de Chadli et les clémences dont il bénéficia pour se lancer dans d'inqualifiables attaques contre l'ancien président.
C'est sans doute avec ses propos ingrats sur Chadli Benjdid, exclusivement tenus devant des étrangers, que Bouteflika donna la pleine mesure d'une certaine indignité dans la gouvernance qui ne le quittera que rarement. En novembre 1999 à Monaco, il se distinguera en qualifiant Chadli de « quelqu'un qui n'est pas aviateur mais qui a pris les commandes d'un Boeing 737 », regrettant que Chadli, qui est resté finalement autant de temps au pouvoir que Boumedienne, a curieusement mis le même temps pour détruire tout ce que Boumedienne avait construit. Devant la journaliste du Financial Times, il poussera un peu plus loin le dénigrement. J'étais surpris un jour d'apprendre par la télévision que le chef de l'État algérien de l'époque et le chef d'État français de l'époque, que Dieu ait son âme, avaient eu un entretien en tête-à-tête de 10 heures. Je connais les deux. Je sais que le chef de l'État français pouvait parler pendant 10 heures. Je ne suis toujours pas sûr que le chef de l'État algérien, et il est toujours vivant, pouvait lui parler pendant une demi-heure pour dire des choses très essentielles. Il répétera cette odieuse comparaison entre Chadli et Mitterrand avec plus d'emphase à la télévision égyptienne, soulevant une tempête d'indignation au sein de l'opinion algérienne. Quand j'ai entendu de mes propres oreilles ces propos peu honorables sur Chadli, j'ai été tellement outré que j'ai réagi par un article dans Al-Khabar, se rappelle Ben Yelles. J'ai rappelé à Bouteflika qu'il a accepté d'être le ministre de cet, entre guillemets, ignorant qu'il insulte aujourd'hui devant les étrangers, qu'il en a été le subordonné au gouvernement et au bureau politique, qu'il a bénéficié de son indulgence à propos des fonds qu'il avait détournés et que sans cette indulgence, il aurait dormi en prison. Comment un personnage qui a mangé dans la main de Chadli, et je mesure mes mots, peut-il être à ce point ingrat ? En fait, Bouteflika est un haggar, un terme intraduisible qui dépeint un homme à la versalité mesquine, qui passe de la servilité à l'arrogance selon qu'il soit vulnérable ou puissant. En fait, le chef de l'État a beaucoup manifesté de cette ingratitude, n'éprouvant aucune reconnaissance envers les compagnons des années d'épreuve. Il en a effacé les souvenirs d'amitié, oublié les instants de camaraderie, comme s'il ne devait plus rien rester de cette époque que le goût de la revanche. Nombreux sont les vieux amis de Bouteflika qui eurent à se plaindre de n'avoir plus reconnu dans le président l'homme qui sollicitait leur compagnie au temps de la solitude. Je crois que le pouvoir déforme. Abdelaziz n'a pas échappé à la règle et je comprends. Lâche un peu dépité Larbi Deber, un ami d'enfance de Bouteflika avec lequel il a usé les fonds de culotte sur les bancs de l'école d'Oujda. Nous sommes nombreux à ne plus le voir et un peu déçus qu'il ne cherche pas après nous. Il ne s'est pas rappelé de ses amis et pourtant je peux témoigner que durant sa traversée du désert, il était en quête constante de chaleur humaine. Se souvient Abdelkader Déby. Les responsables de l'époque ne le prenaient pas au téléphone. Mohamed Cherif Messadia, par exemple, le laissait appeler 10 fois avant de daigner lui parler. Il vouait une grande considération pour les responsables qui demandaient de ses nouvelles, tel le général Mohamed Ataïlia, devant lequel il s'aplatissait à notre grand étonnement. Il recherchait une présence amicale et nous ne la lui refusions pas. Il en abusait souvent, s'imposant de longues journées chez les amis à évoquer le passé et étaler ses rancœurs. Il exagérait tellement qu'il en a parfois fini par excéder ses plus proches relations. Un jour, il s'est carrément fait mettre à la porte par son copain Berry, dont il avait outrageusement squatté l'appartement à Genève. On le supportait parce qu'il faisait un peu peine à voir. Le président Bouteflika s'est très peu souvenu des promesses faites par le candidat Bouteflika aux amis de l'opprimé Bouteflika. L'ancien officier encadreur de Bouteflika à l'école des cadres de la Haleine, Mahmoud Larbaoui, qui l'a entouré de son affection durant les années de solitude, est mort en septembre 2001 sans avoir récupéré son habitation confisquée en 1987 par les services de la présidence et attribuée à un homme d'affaires lié à Larbi Belkhair. Bouteflika s'était pourtant engagé en 1998 à réparer l'injustice et à lui restituer son bien s'il accédait au pouvoir.
Le pauvre Larbaoui a envoyé des dizaines de télégrammes au président Bouteflika sans jamais recevoir la moindre réponse de celui qu'il considérait comme son frère. Atteste Déby, qui a suivi le déroulement de l'affaire. Larbaoui ignorait sans doute que c'est dans cette villa du Paradou, à Hydra, dont il fut dépossédé, que s'est tenu en présence de l'homme d'affaires qui l'a accaparé, M. Koudjiti, la réunion de candidature de Bouteflika. Monsieur Koudjiti, en plus d'être une relation de l'Arbi Belkhair et d'avoir géré les fonds de la campagne électorale de Bouteflika, hébergeait le futur président dans son appartement de Genève et lui assurait un train de vie royal en Europe durant les années d'exil. C'est lui qui organisera en février 1999 la rencontre des 22 grands financiers de la campagne électorale du candidat Bouteflika, à laquelle ont pris part les plus gros patrons privés algériens et au cours de laquelle des centaines de milliards de centimes ont été récoltés. Au début de cette fameuse réunion, Bouteflika s'adressant aux 22 généraux donateurs, leur tint ce langage prémonitoire. « Ne m'en voulez pas si après les élections je vous oublie, le fauteuil fait tourner la tête. El kursi douar. Alors faites-moi rappeler, je vous en prie, à mes devoirs d'amitié, pour qu'on se voie une fois chaque mois. » Il n'avait pas tort, la plupart des prodigues mécènes furent oubliés une fois la victoire acquise. Une bonne partie d'entre eux choisiront pour 2004 de soutenir le concurrent de Bouteflika, Ali Benflis. Bouteflika fera d'autres promesses en toc à des opposants tunisiens en exil, à qui il promit de délivrer un passeport algérien une fois élu président. Les adversaires de Ben Ali devinrent alors de chauds soutiens pour le compte du candidat, qui en oublia l'existence dès son accession au pouvoir. Entre Masmoudi, Ben Ali et ses opposants, le choix était vite fait. Le seul héritage laissé par l'exilé au président fut cette passion infinie pour les règlements de compte. Le président Bouteflika passera les 5 ans de son règne à venger sa blessure narcissique. Il fera payer les outrages faits au successeur de Boumedienne, spolié de son droit au trône. Il se vengera des affronts infligés aux dignitaires réduits à l'exil par ces mêmes spoliateurs. Il se délectera de voir ses anciens procureurs solliciter son pardon. Il jubilera devant le spectacle de ses détracteurs quémandant une parcelle de notoriété. Bouteflika a fait du mandat présidentiel l'opportunité d'assouvir une vieille soif de vengeance. Il en rêvait. Il a toujours désiré revenir au pouvoir pour prendre sa revanche sur Chadli, sur les généraux qui l'auraient spolié de la succession à Boumedienne en 1979, mais aussi sur les membres du comité central qui avaient voté pour son exclusion du FLN, surtout ceux qui pensaient être ses amis comme Reda Malek, Lakhdar Brahimi, Eid Shalal ou même Yazid Zarhouni qui ont tous approuvé l'exclusion de Bouteflika. C'est sans doute à ces derniers que s'adressait cet amer constat lâché à Monaco. Je dois dire avec beaucoup de douleur et d'amertume que les meilleurs cadres que j'ai connus avant les années 80 ont été pollués durant les 20 dernières années et qu'il ne reste plus grand monde. Il refera le même constat impitoyable en Italie, à la conférence de Rimini. Depuis que je suis arrivé au poste où je suis arrivé à la conclusion que l'État algérien était bien pourri. Alors il sera sans pitié pour ceux qui l'ont lâché. Au lendemain de son élection, il rendra publique la lettre de félicitations adressée par un de ses plus grands pourfendeurs, Belaïd Abdeslam, son rival de toujours, comme pour démasquer l'homme qui a osé le vilipender dans son livre. Comme si l'humiliation ne suffisait pas, il fera d'Abdeslam son émissaire occasionnel pour l'Afrique, se gargarisant de voir le puissant ministre de Boumedienne se satisfaire d'une si basse mission. Il l'achèvera lors d'un meeting à Gigel, tenu en sa présence et où, le désignant, Bouteflika dira de lui « Voilà quelqu'un avec lequel je ne m'entendais pas, qui m'a critiqué, à qui j'ai vainement envoyé mon frère pour le ramener à la sagesse, mais à qui j'ai tout pardonné. » Belaïd Abdeslam ne s'en relèvera pas. En décembre 2003, il renouvelle son allégeance à Bouteflika. Mon vote lors du prochain scrutin présidentiel reste acquis à Abdelaziz Bouteflika, déclare-t-il publiquement.
Abdeslam ira jusqu'à justifier les passages de son livre où il s'en prenait à Bouteflika, n'hésitant pas à presque s'en excuser. Les divergences qui ont pu me séparer il y a maintenant plus de 20 années du frère Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre de la politique que conduisait le président Boumedienne, sont sans commune mesure avec l'étendue du fossé qui m'éloigne de ceux qui, aujourd'hui, tentent vainement de me situer de leur côté, dans le sillage de haine et de dénigrement qu'ils mènent contre le chef de l'État. Bouteflika contraindra tous ses anciens guillotineurs à de publics mea culpa qu'il savourera l'un après l'autre. Ammar Ben Aouda inaugurera la série. L'ancien président de la commission de discipline du FLN, à l'origine de l'exclusion de Bouteflika du parti, se confondra en excuses publiques accompagnées de chaudes larmes et de sanglots dont la télévision officielle n'a pas manqué de filmer le spectacle pour les Algériens. Khaled Nezzer garde un souvenir amer de cette scène. Je suis certain qu'à l'instant où il a fondu en larmes, signifiant à l'autre que lui, Ammar Ben Aouda, regrettait beaucoup de choses et que le nouveau président devait avoir pitié de lui, beaucoup d'anciens combattants de la guerre de libération ont ressenti une affreuse tristesse. Ammar Ben Aouda, le militant de 45, le desperado de 50, l'allumeur de la révolution, pleurant à chaudes larmes devant Abdelaziz Bouteflika. L'histoire procure à ses protagonistes chanceux d'extraordinaires revanches. C'est peut-être à cet instant précis qu'Abdelaziz Bouteflika a compris qu'il tenait enfin sa revanche sur l'histoire. Bouteflika a dû éprouver la même joie de voir l'Arbi Belkhair s'occuper à le faire élire avant d'en être son fidèle aide de camp à la présidence. Tout au long de ces années de rancœur, il a toujours voué un mépris souverain pour le personnage. Et il ne parlait que du truand l'Arbi Belkhair. Il n'a jamais caché son projet de prendre sa revanche sur Belkhair qu'il détestait au plus haut point, affirme Déby. Ce besoin constant de se racheter à ses propres yeux fera toute la différence entre le règne d'Abdelaziz Bouteflika et celui de l'autre exilé revenu au pays, Mohamed Boudiaf. Autant ce dernier, en authentique patriote, envisageait son retour aux affaires comme une obligation majeure qui reléguait à l'accessoire toutes les susceptibilités personnelles, autant Abdelaziz Bouteflika, en parfait mégalomane, a considéré sa sollicitation par les chefs militaires comme l'opportunité de requinquer sa propre réputation. Boudiaf assumait d'être désigné et pas élu. Bouteflika répugnait qu'on doutât de sa qualité de président élu. Boudiaf regardait vers l'avant. Bouteflika voyait dans le passé les revanches qui lui restaient à prendre. Boudiaf acceptait sa mission avec ses encombrants passifs, revendiquant toutes les erreurs commises avant lui, au nom de la République. Bouteflika tenait à son statut de puceau de la République, proclamant son innocence de tout acte politique décidé pendant son exil. Le slogan de Boudiaf était « L'Algérie d'abord », celui de Bouteflika « Moi d'abord ». Hervé Bourges a connu les deux hommes. Pour situer ce qui sépare l'exilé Boudiaf de l'émigré Bouteflika, le portrait qu'il fait du premier est éloquent en ce qu'il révèle un homme simple, qui n'avait nul besoin de palace et d'émir pour vivre son exil. De juin 1965 à janvier 1992, Mohamed Boudiaf vivra sans discontinuer au Maroc, où il constituera une petite entreprise individuelle de matériaux de construction. Modeste, précis, volontaire, il fera vivre sa famille grâce à cette briqueterie installée à Kenitra, à une quarantaine de kilomètres de Rabat, se situant volontairement en marge de l'actualité, s'imposant une sorte d'exil dans l'exil, limitant ses fréquentations aux clients du café où il ne s'attarde pas plus d'une demi-heure chaque matin avant d'aller travailler, et à ses relations de travail, entrepreneurs, banquiers, ouvriers. La vie de Mohamed Boudiaf au Maroc est une longue parenthèse où toutes ses vertus s'expriment. Intégrité pointilleuse, désintéressement, rigueur, clarté d'esprit, sens de l'organisation et pragmatisme. Aucune trace dans l'emploi du temps de ses journées bien organisées, de ses maladies des exilés,
le passéisme et la mythomanie qui empêchent l'action et conduisent à se réfugier dans l'imaginaire. L'entrepreneur Boudiaf ne prend jamais un engagement à la légère, fait ce qu'il a promis et ne promet pas plus qu'il ne peut faire. La réussite de sa briqueterie en atteste. C'est cet homme équilibré et raisonnable que les militaires algériens vont tirer de son exil en janvier 92 pour le porter à la tête de son pays en désarroi. Le choix est astucieux. Il incarnera l'espoir des réformes dans un pays paralysé par l'inertie du système face à plusieurs années de crise et à la montée de l'intégrisme. En revanche, Bouteflika ne retiendra de la proposition qui lui fut faite de diriger l'Algérie de 1994 que l'avantage de sa propre réhabilitation. Bouteflika se serait contenté d'être président durant 15 jours, avance Rosalie. Il avait une revanche à prendre sur le sort, sur la succession ratée de 79, sur Chadli qui l'aurait doublement assassiné selon lui. C'est pourquoi la proposition de l'armée de janvier 94 a été une résurrection politique pour lui. Aux yeux du monde, de ses pairs, il était enfin le président de l'Algérie, ne serait-ce que parce que la radio France Info balançait l'information à longueur de journée. Bouteflika président, ça lui suffisait. Il a été président sans s'astreindre aux responsabilités dans un pays qui était à feu et à sang. Il l'a ressuscité politiquement. Certains généraux n'oublieront pas cette dérobade. Khaled Nezzar en fera, dans Le Matin, une sévère interprétation. La seule raison, à mon sens, réside dans l'inaptitude à affronter une situation des plus difficiles, sachant que c'est dans ces moments que l'on juge les véritables hommes. Le président Zeroual, pour sa part, refusera lors de sa visite aux Émirats de recevoir l'exilé Bouteflika qui en avait sollicité l'audience par le biais des Émiratis. Bouteflika a toujours recherché les réhabilitations même factices. En 1992, il fait une offre de service au Haut Comité d'État, présidé par Ali Kafi, assisté de Khaled Nezzar. Ces derniers lui offrent le choix entre le poste de ministre conseiller du HCE et celui de représentant de l'Algérie à l'ONU. Bouteflika demande un temps pour réfléchir et en profite pour rendre publique l'information selon laquelle il serait sollicité par Kafi et Nezzar pour occuper de hautes fonctions. La rumeur fait le tour d'Alger. Les journaux privés en parlent. Un mois plus tard, Bouteflika fait savoir à Kafi qu'il refusait ces deux propositions. Il avait obtenu ce qu'il voulait, la réhabilitation. Il compte toujours, il est médiatisé, on ne l'oublie pas. Le général Rachid Ben Yelles pense que là se trouve la clé de l'énigme. Je crois que le grand problème de Bouteflika est qu'il n'aime que lui. Il n'aime pas ce pays. Il ne l'a jamais connu. Quand on aime l'Algérie, on a un minimum de compassion pour les Algériens. On l'a vu tourner le dos à la Kabylie à feu et à sang pour assister à une réunion sur le sida en Afrique. On l'a vu mépriser Bablouad inondé et ne se déplacer qu'après 3 jours parce qu'il se plaisait en Suisse, et ses familles massacrées par les terroristes et auxquelles il n'a jamais rendu visite. Aussi, ces échecs ne s'expliquent-ils, à mon avis, que par le total désintérêt qu'il a pour la chose intérieure. Sa seule ambition est de se faire reconnaître par les grands de ce monde. Il ne connaît rien à l'Algérie, non pas parce qu'il est né à Oujda, mais parce qu'il n'a jamais voulu avoir des relations avec l'Algérie pendant son adolescence et sa jeunesse. Même pas avec la communauté algérienne, très importante, qui vit à Oujda et au Maroc. Moi-même, pour avoir vécu au Maroc, à Fès, durant mon adolescence, je peux témoigner qu'on peut ne jamais couper avec son algérianité dans ce pays voisin. À l'indépendance, Bouteflika pouvait rattraper tout ça s'il avait hérité d'un poste aux prises avec la réalité du pays. Mais pour son malheur, et le nôtre, il a été désigné aux affaires étrangères. Alors, il ne connaît toujours pas l'Algérie.